Histoire 1, publiée par un compte supprimé. Pour situer les choses, j'ai la vingtaine. Je suis de très petite taille et très mince, au point de pouvoir facilement passer pour un enfant de 12 ans. C'est important. Je vous le promets. Il y a quelque temps, quand tout ça est arrivé, j'étais chez Target avec ma petite sœur, en train d'attendre un rendez-vous pour nous faire les ongles. Un moment normal entre sœurs. Je crois qu'on attendait depuis environ 30 minutes quand on a trouvé des vestes affreuses au rayon hommes et qu'on a commencé à les essayer pour rire. Et là, d'un coup, 3 filles en tenue de volley nous encerclent. La première chose que je remarque, c'est que 2 des 3 sont en train de nous filmer, pendant que la 3e pose des questions à toute vitesse en tenant une veste devant elle. J'ai eu un moment de blanc. Ma sœur aussi est restée complètement figée et silencieuse. Une des filles m'a dit « Eh, tu trouves que ça me va bien ?» Elle tenait une veste contre elle. J'ai répondu « Oui, je suppose. »« Vraiment ? Oui. D'accord. Alors achète-la moi. Tu es sérieuse ? Tu as dit que tu trouvais qu'elle m'allait bien, donc achète-la moi. » Non. On a fait des allers-retours comme ça pendant un moment. Moi qui disais non, elle qui insistait pour que je lui achète la veste. Ses amis, toujours en train de filmer, s'en sont mêlés aussi, en disant que je devais lui acheter la veste et que, si je refusais, ça voulait dire que j'avais menti quand j'avais dit qu'elle lui allait bien. Pendant ce temps-là, je sortais lentement du rayon homme en tirant ma sœur avec moi, pour essayer de nous éloigner. Je voyais bien que ma petite sœur était extrêmement mal à l'aise. Je sais qu'elle est plutôt timide. Donc cette situation était vraiment humiliante pour elle. Et ça m'a mise en colère. Il m'est aussi venu à l'esprit qu'elle devait penser que j'étais une préado comme elle, parce que je n'arrivais pas à imaginer des enfants de ce genre embêter quelqu'un qui avait ne serait-ce qu'un seul signe de puberté. Honnêtement, c'était 3 petites gamines potelées et insupportables d'environ 10 ans. Pendant ce temps, moi, je portais mes lunettes de travers, un jean en désordre et un t-shirt de camp d'été du YMCA. Ma petite sœur portait aussi son t-shirt de l'équipe d'athlétisme du collège. Bref, on avait toutes les deux l'air d'être des enfants comme elle. Avec la voix la plus adulte que j'ai réussi à sortir, j'ai dit « Qu'est-ce que vous foutez, petite morveuse ? J'ai 20 ans. Vous trouvez ça drôle ? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Ils sont où, vos parents ?» Puis, avec mon meilleur ton de « Je veux parler à votre responsable », j'ai dit à ma sœur « Va chercher un employé ». Ma sœur est partie en courant. C'est là que les filles ont arrêté de rire et ont commencé à me dire de me calmer, que ce n'était qu'une blague, ce qui n'a fait que m'énerver davantage. Je leur ai passé un savon sur le fait qu'elles se comportaient stupidement et que harceler des inconnus n'avait absolument rien de drôle. J'ai ajouté quelques jurons bien choisis et j'entendais ma propre voix devenir de plus en plus aiguë et furieuse. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à les filmer à mon tour, en riant comme une folle. « Vous trouvez ça drôle ? Ha 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 !» Je crois que c'est à ce moment-là qu'elles ont commencé à s'inquiéter, parce qu'elles ont pris la fuite. J'ai essayé de les suivre, mais ma sœur est revenue avec un employé. Je lui ai expliqué que nous faisions nos courses tranquillement quand ces 3 filles nous avaient soudain harcelés, filmés et essayé de nous forcer à leur acheter des choses. Je crois que j'ai aussi eu les larmes aux yeux et l'employé a appelé son responsable à la radio. J'ai répété mon histoire et je leur ai montré les photos que j'avais prises des petites morveuses. Peu après, les gamines agaçantes ont été rassemblées et encerclées par quelques employés et une mère très contrariée. Je suis passée devant elles. Je leur ai dit d'aller se faire voir. Puis, j'ai emmené ma sœur à notre rendez-vous pour les ongles. Mais je n'en avais pas fini. Elles portaient des maillots de volley jaune vif avec le nom de leur club. J'ai cherché leur club de volley sur Google, je l'ai trouvé, et j'ai envoyé un message à toutes les adresses e-mail que j'ai pu dénicher. J'ai aussi écrit sur leur Facebook. Mais je n'en avais toujours pas fini. Je suis allée sur les réseaux sociaux et j'ai fouillé leurs photos. J'ai trouvé l'Instagram du club et, après un peu de travail, j'ai trouvé leurs amis qui avaient identifié certaines de leurs mères. À partir de ces mères-là, j'ai retrouvé les mères des 3 gamines. J'ai recoupé avec Facebook et j'ai vu les parents des filles avec des photos de leur famille. J'ai confirmé les visages de ces petites morveuses. J'ai contacté leurs réseaux sociaux avec ma voix d'adulte déçue et bouleversée. J'ai joint les photos. J'ai aussi retrouvé la mère qui les accompagnait et je lui ai écrit à elle aussi. Puis j'ai attendu. En quelques heures, j'ai reçu une réponse du directeur du club de volley et des réponses de 2 parents. La mère qui les accompagnait, assez ironiquement, m'a bloquée. Je n'ai jamais reçu d'excuses de ces petites morveuses. Mais j'espère que le fait qu'une inconnue les retrouve et contacte des gens de leur entourage leur a remis les idées en place. Pour couronner le tout, j'ai publié un avis élogieux sur ce Target et sur la façon dont ils avaient géré la situation. 1 semaine plus tard, l'un des pères m'a demandé de le retirer et j'ai accepté.
Il l'a demandé très gentiment. La leçon est simple. Ne vous comportez pas comme une petite morveuse. Histoire 2, publiée par un compte supprimé. Tout ça s'est passé il y a environ 5 ans, quand je travaillais pour une société de trading pour compte propre. L'entreprise était multinationale et avait ouvert un nouveau bureau dans ma ville quelques années avant mon arrivée. Pour ceux qui ne connaissent pas, la plupart des sociétés de trading pour compte propre, d'après ce que j'en comprends, ont un taux de rotation très élevé. On jette tout le monde dans le bain, puis on garde ceux qui tiennent. L'entreprise pour laquelle je travaillais recrutait tous les 3 mois. Le bureau avait de la place pour environ 120 traders, mais il n'était jamais plein. Sur la vingtaine de personnes embauchées chaque trimestre, seulement 5 environ parvenaient à dépasser la période de stage de 3 mois. Et parmi celles-là, une seule, parfois aucune, passait la période probatoire supplémentaire de 3 mois. La société était implantée dans ma ville depuis environ 2 ans quand je suis arrivée, et il n'y avait qu'environ 4 personnes que je pouvais considérer comme permanentes. Tous les autres, une dizaine de personnes, étaient soit stagiaires, soit encore en période d'essai. Le contexte. Moi et environ 25 autres personnes avons été recrutées directement à la sortie de l'université. Le poste de stagiaire payait très bien pour un premier emploi. Environ 2 fois plus que n'importe quel autre poste débutant dans d'autres institutions financières, plus des primes une fois qu'on passait en trading réel. J'étais vraiment enthousiaste. J'avais d'abord croisé mon patron, un Indien vraiment correct, lors d'une journée professionnelle organisée à notre université. C'est là qu'il faisait passer le test de QI que j'avais réussi. Le bureau, comme beaucoup d'opérations de taille moyenne, avait une structure hiérarchique assez plate. Nous, les traders, étions au niveau le plus bas. La responsable RH et le responsable des opérations étaient au-dessus de nous. Et le directeur de bureau était, le chef de la succursale. Le patron accordait des congés presque chaque fois qu'on en demandait, tant que les objectifs de la journée étaient atteints. C'était sa règle. En revanche, la responsable des opérations était son exact opposé, et même pire. Cette femme était une garce de première catégorie, et je le dis sincèrement. Appelons-la Gabi. L'événement déclencheur. J'ai rencontré Gabi pour la première fois quand je suis allée dans les bureaux pour mon dernier entretien. J'étais en train de m'enregistrer à l'accueil quand elle est sortie de son bureau d'un pas militaire en exigeant des documents à la réceptionniste. La réceptionniste voulait d'abord finir avec moi, mais Gabi lui a ordonné d'aller aux archives. Notre échange a ressemblé à ça. Tu fais partie des nouveaux. Oui, je suis vraiment impatient de commencer. Ne le sois pas. Tu n'as pas l'air de quelqu'un qui va tenir. Pourquoi? Tu es trop mou. Mais je peux dire un mot en ta faveur si tu me donnes un petit quelque chose, hein? Très drôle. Je suis sérieuse. Donne-moi quelque chose et je te faciliterai beaucoup les choses. Sinon, je m'arrangerai pour que tu n'arrives même pas jusqu'à l'entretien. Non. Espèce d'idiot. Elle me l'a dit en pleine figure. Et elle a tenu parole. Elle m'a fait asseoir dans un coin caché de la salle d'attente, là où personne ne me verrait facilement. Mais d'où je pouvais entendre la conversation au comptoir. La seule raison pour laquelle j'ai eu un entretien, c'est qu'apparemment j'avais fait bonne impression au patron lors de notre rencontre précédente. Il est donc venu voir pourquoi mon CV n'était pas là. Gabi a dit que je ne l'avais pas envoyé. La réceptionniste a dit qu'elle l'avait vu quelque part. Puis je me suis approchée du bureau au moment même où la réceptionniste disait « Le voilà ?» Il était dans la poubelle. Et tout le monde a fixé Gabi. À partir de ce moment d'humiliation, Gabi m'a voué une haine féroce. Il faut comprendre que Gabi était adepte du micromanagement. En réalité, plutôt du nanomanagement. Elle nous obligeait à demander l'autorisation si nous devions accéder à un site autre que ceux de sa liste approuvée. Et pour des traders qui récupèrent des informations partout où ils peuvent en trouver, sa liste était lamentablement insuffisante. Elle convoquait des réunions au pire moment, mais seulement quand le directeur de succursale n'était pas là. Et pendant ces longues réunions, impossible de sortir pour vérifier ses positions. Elle avait aussi cette habitude agaçante de voler mon déjeuner. Quand je l'ai confrontée à ce sujet, elle m'a essentiellement répondu d'aller me faire voir. Gabi était mariée, avec 2 enfants, et elle était mesquine. Je crois qu'elle aimait l'attention, parce qu'il y avait un défilé d'hommes qui venaient la chercher au bureau pour des déjeuners de 2 heures, ou quand elle partait de chez elle certains soirs. Mais pas le jeudi. Le jeudi, c'était le jour où son mari venait la chercher avec leurs enfants. Je crois qu'ils allaient dîner en famille, ou quelque chose comme ça. La première erreur de Gabi. Notre directeur est parti environ 2 mois après mon arrivée. Je crois qu'il est retourné en Inde pour se marier ou quelque chose du genre, mais il est resté dans l'entreprise. Je lui ai souhaité le meilleur. Aucun des autres traders permanents n'avait l'expérience exigée par le siège pour prendre un poste de management
Donc ils ont dû chercher quelqu'un ailleurs. En attendant, Gabi est devenue de fait la chef de la succursale, même si sa connaissance des marchés à terme était au mieux rudimentaire. Sa première erreur a été de retarder ma promotion de stagiaire à période probatoire. J'étais un excellent trader et je faisais facilement partie des 5 meilleurs de mon groupe. Sur les 26 personnes qui travaillaient là, elle a promu 20 personnes qu'elle aimait, elle m'a laissé, moi et un autre gars, au poste de stagiaire et elle en a licencié 4. À peu près au même moment, une autre campagne de recrutement a eu lieu et une vingtaine de nouveaux stagiaires ont été embauchés. Je savais que c'était à cause de notre conflit et j'étais même surpris qu'elle garde rancune aussi longtemps. C'était aussi assez inhabituel, puisque la dernière chose que mon ancien patron avait faite avant de partir avait été de me faire passer du simulateur à un compte de trading réel. Mais j'ai baissé la tête et j'ai continué à apprendre en retournant souvent voir mon ancien patron et les employés permanents pour demander conseil. 3 mois de plus ont passé. À l'évaluation suivante, j'ai été choquée de voir que je n'étais toujours pas passée en période probatoire, alors que toutes les nouvelles recrues du deuxième groupe avaient été promues, et que j'étais facilement le meilleur et le seul à trader en réel. Je savais que j'étais bon dans ce travail. Les permanents le disaient tous. Les gens de mon groupe initial demandaient souvent conseil. Pour leur rendre justice, certains étaient bons, mais la plupart étaient encore sur simulateur. Et en règle générale, personne ne passait en période probatoire en restant sur simulateur. En revanche, on pouvait trader en réel tout en étant stagiaire si on était bon, ce qui était mon cas. Donc j'étais tradé en réel et je gagnais bien ma vie. Mais j'étais toujours stagiaire et j'avais été écartée 2 fois. Je n'arrivais pas à laisser passer ça. J'ai décidé de parler directement à Gabi. J'ai approché les employés les plus anciens et j'ai présenté mon cas, en faisant attention à ne pas la dénigrer. Ils ont accepté de m'aider. Environ 1 mois plus tard, elle m'a enfin donné ma promotion et je suis passée en période probatoire. À ce moment-là, elle n'était pas encore sûre de son pouvoir et elle avait encore peur des traders permanents. Ces types étaient comme des dieux. 2 mois après ma promotion, il y a eu une nouvelle évaluation et une nouvelle campagne de recrutement. Je n'ai pas été promue. Le groupe avec lequel j'avais commencé était maintenant permanent, même si seulement 2 d'entre eux tradaient en réel. Le groupe avec lequel j'étais alors en période probatoire a entièrement été promu au statut permanent. Le groupe derrière moi, qui était stagiaire, est entièrement passé en période probatoire et un nouveau groupe a été embauché. J'ai laissé couler en espérant qu'elle s'en était enfin satisfaite. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Deuxième round. 3 mois ont passé. Je tradais en réel et j'adorais ça, même si j'étais toujours en période probatoire. Une évaluation est arrivée et, encore une fois, je n'ai pas été promue. Pourtant, contrat par contrat, j'étais presque au niveau des employés permanents. Le groupe qui m'avait trouvé en période probatoire a été avancé au statut permanent jusqu'au dernier. Et aucun d'eux ne tradait en réel. Le groupe derrière moi m'a rattrapé et une nouvelle vague de débutants a été embauchée comme stagiaire. Je ne pouvais pas laisser passer celle-là non plus. J'ai approché les 4 employés permanents d'origine, qui étaient désormais de très bons amis, et j'ai prévu de refaire la même chose que la dernière fois. Sauf que cette fois, ça n'a pas marché. Gabi avait pris goût à son pouvoir sadique et a refusé catégoriquement d'envisager ma promotion, même quand on lui a présenté les preuves que je la méritais. Son argument revenait à dire « Je suis la patronne, je fais ce que je veux, mais je n'allais pas accepter ça ». J'ai donc contacté mon ancien patron pour demander de l'aide. À ce moment-là, il avait été promu directeur des opérations pour l'Afrique. Il a été assez surpris, vu mes performances, que je sois encore en période probatoire. Inutile de dire que l'ordre est tombé d'en haut. Quand Gabi m'a remis ma lettre, on aurait dit qu'elle était en train d'accoucher de 6 ananas en même temps. Et j'ai cru que c'était fini. Comme je me trompais. Lors du recrutement suivant, elle a embauché une fille. Appelons-la Sue. C'était quelqu'un d'intelligent dans l'ensemble, mais elle n'avait pas le quotient émotionnel nécessaire pour supporter le marché. Le trading, comme on me l'a enseigné, demande 2 aspects mentaux, le QI et le QE. On ne peut pas améliorer son QI, mais on peut renforcer son QE pour gérer les nombreux stress liés à cette carrière. Sue avait largement assez de QI. Le QE, en revanche, beaucoup moins. Pas de problème, ça se travaille. Pour résumer, le bureau comptait maintenant environ 70 employés. Parmi eux, plus de 30 étaient permanents, moi inclus, mais seulement 11 tradaient en réel. Une vingtaine d'autres étaient en période probatoire, mais seulement 3 tradaient en réel. Aucun stagiaire ne tradait en réel. Le bureau devait rester rentable pour rester ouvert. Cela signifiait que l'argent généré par les 14 traders en réel payait les salaires de tout le monde au bureau, le loyer,
les fournitures, l'assurance santé, les retraites, et ainsi de suite. Inutile de dire que le siège ne voyait pas beaucoup de retours de notre succursale et, comme je l'ai appris plus tard par mon ancien patron, ils envisageaient de la fermer, ce qui nous aurait coûté nos emplois. Mais je m'égare, la goutte d'eau. Gaby a profité d'une Sue inconsolable et désespérée pour essayer de me coincer avec une accusation de harcèlement sexuel. Voilà comment ça s'est passé. Vous vous souvenez de tous ces gens encore sur simulateur ? Ils venaient tous demander des conseils de trading aux 11 personnes comme moi, et nous faisions ce que nous pouvions pour les aider. Nous avions réparti les traders sur simulateur en groupe, et j'encadrais environ 4 personnes. Sue était l'une d'elles. Comme n'importe quel trader vous le dira, la période avant la rentabilité est souvent faite de pertes, sauf si vous êtes vraiment très bon. Elle est remplie de stress et de peur, d'où le besoin d'un QE élevé. C'est normal, et on finit par passer au travers. Sue traversait l'une de ses mauvaises passes un soir. Nous examinions ses trades. La journée avait été mauvaise pour tout le monde quand, soudain, elle a éclaté en sanglots. Je savais ce que ça faisait. J'avais versé mes propres larmes aussi. Alors je l'ai réconfortée comme j'ai pu. Je lui ai tenu la main et je lui ai tapoté maladroitement le dos jusqu'à ce qu'elle se calme. Ce que je ne savais pas, c'est que Gaby nous avait vus. Comme je l'ai appris plus tard, elle a approché Sue le lendemain et lui a fait une proposition. Gaby ferait en sorte que Sue garde son emploi et lui obtiendrait beaucoup d'argent. Si elle déclarait que je l'avais harcelée sexuellement. Sue a accepté l'offre de Gaby et ce qui a suivi a été un cauchemar. Ça a commencé par une réprimande officielle du siège, puis une audience à laquelle je n'étais pas présent pour me défendre parce que Gaby avait oublié de m'envoyer la convocation, apparemment. Elle a fait pression avec acharnement pour me faire licencier. La seule raison pour laquelle j'ai pu garder mon emploi, c'est que mon ancien patron a pris ma défense. Malgré son aide, j'ai perdu ma prime trimestrielle, environ 100 000 $, et la moitié de ma rémunération différée, environ 400 000 $. J'ai aussi dû assister à des séminaires qui consistaient essentiellement à regarder le même film sur les agressions sexuelles au travail, jusqu'à ce que je déclare par écrit que j'étais un agresseur et que cela soit inscrit dans mon dossier. Je savais que, si ça arrivait, Gaby aurait les munitions nécessaires pour ruiner ma vie à jamais. Alors, chaque jour, j'arrivais au bureau à 7 heures du matin, je regardais le film de 3 heures jusqu'à 10 heures, je refusais de le reconnaître, puis je me mettais au travail et je quittais le bureau à 23h20. Et on recommençait, pendant presque 7 mois. C'était épuisant et torturant, et Gaby ne m'a jamais laissé l'oublier. Toutes les personnes que j'encadrais ont été transférées le lendemain de ma réprimande. Le jour d'après, Gaby m'a informé par lettre que la taille maximale de mes positions avait été réduite de 1000 contrats à 20. Oui, je devais l'admettre, j'étais amochée, j'étais à terre. Mais cette idiote ne savait pas qu'elle aurait dû m'achever. La revanche. Étape 1, ruiner la carrière de Gaby. J'ai commencé à compiler tout ce qui m'était arrivé au bureau. Tout a démarré quand j'ai compris que, lorsque je sortais déjeuner, quelqu'un ouvrait le tiroir de mon bureau et fouillait dans le carnet où je notais mes idées de trading pour la journée. La seule personne qui avait une clé, à part moi, c'était Gaby. Apparemment, elle avait appris ma routine de déjeuner. Pendant toute ma pause de 45 minutes, quand je sortais fumer, elle ouvrait mon casier. Elle copiait ensuite mes plans de trading de la journée et les donnait à Sue. Je les ai même vus le faire une fois, mais elles ne m'ont pas vu. J'ai tout documenté. J'ai laissé durer un moment pour pouvoir établir un schéma en examinant les trades de Sue. Puis j'ai approché 2 des traders permanents les plus proches de moi et je leur ai expliqué mon plan. Vous vous souvenez quand j'ai dit que presque aucun argent ne remontait au siège et qu'il n'y avait que 11 traders en réel ? Eh bien, la situation avait encore empiré. Le bureau était maintenant plein, mais nous avions moins de 15 traders en réel. Le passage au trading réel ne pouvait être approuvé que par le directeur des opérations, mon ancien patron, et il était strict. Maintenant, imaginez que ma capacité à générer des revenus avait été réduite de plus de 90%. Mes 2 amis ont accepté mon plan et ont ralenti leur activité de trading d'environ 50%. Cela a essentiellement mis la succursale dans le rouge. 3 semaines plus tard, on nous a annoncé que le directeur des opérations et d'autres hauts responsables venaient sur place. La phase suivante consistait à coincer Sue. Après lui avoir révélé que je pouvais prouver qu'elle volait mon travail, j'en ai obtenu assez pour qu'elle me rédige une déclaration disant que Gaby avait orchestré toute cette affaire de harcèlement sexuel. Étape 2, ruiner le mariage de Gaby. Il ne m'a fallu qu'un peu d'enquête pour comprendre que tous ces hommes qui venaient au bureau étaient en réalité les amants de Gaby. Elle partait pour des déjeuners de 2 heures avec son téléphone éteint.
J'ai profité d'un de ces moments. Gaby est partie et je me suis glissée dans son bureau. J'y ai trouvé son profil Facebook ouvert. Tout le monde savait qu'elle y passait son temps et c'était un sujet sensible parce qu'elle l'avait interdit au reste d'entre nous, les sous-fifres. Je suis allée dans Messenger et voilà, messages explicites, photos nues, tirade contre son mari et ses insuffisances, les 6 hommes environ avec qui elle l'avait trompé, tout y était. J'ai copié-collé les données dans son adresse email privée, sur laquelle elle était aussi connectée, et je les ai envoyées à mon adresse email personnelle. Puis je les ai supprimées de son dossier d'envoi. Maintenant, j'avais les munitions sur mon téléphone, prêtes à partir. Étape 3, ruiner la relation de Gaby avec ses enfants. Je vais le dire tout de suite, je ne suis pas fière de cette étape. Mais pour pousser ma revanche jusqu'au bout, il ne suffisait pas d'envoyer simplement les informations à son mari. J'ai donc attendu le jeudi parce que je savais qu'il passerait au bureau avec les enfants. Le dieu de la revanche professionnelle a jugé bon de me bénir ce jour-là parce que c'était aussi le jour où les hauts responsables du siège débarquaient en ville. Jeudi. J'étais au bureau à 7 heures, comme d'habitude, avec toutes mes demandes de promotion rejetées. J'ai regardé les 3 heures de vidéos sur le harcèlement sexuel. Oui, je faisais encore ça. Et j'ai attendu mon moment. Les gens du siège, mon ancien patron inclus, sont arrivés et sont allés directement en réunion avec Gaby. J'étais presque certain qu'ils allaient me faire venir pour me demander pourquoi j'assistais depuis presque 1 an à un cours de sensibilisation au harcèlement sexuel et j'étais prêt. On m'a appelé après le déjeuner, vers 14 heures. La question a été posée et avant que je puisse répondre, Gaby a mordu à l'hameçon exactement comme je savais qu'elle le ferait. Elle est partie dans une longue tirade expliquant que j'étais insubordonnée et que j'aimais toucher les employés. À son sourire, je pouvais voir qu'elle pensait gagner. Puis j'ai sorti la lettre de Sue et son sourire s'est figé sur son visage. Sue a été appelée et elle a confirmé mon histoire. Elle a dit qu'elle était vraiment désolée. Elle a été licenciée sur le champ et on lui a dit d'attendre à la réception pour recevoir son dernier chèque. Je n'ai ressenti aucune compassion. J'étais lancée. Ensuite, j'ai sorti l'analyse de mes trades et je leur ai expliqué comment Gaby ouvrait mon casier et volait mes notes pour Sue. Gaby a nié. Sue a été rappelée. Elle a nié aussi. Mon ancien patron s'est connecté au réseau de l'entreprise et a extrait les données de trading de Sue et les miennes. Il a comparé les positions prises par nous deux avec mes notes. Il a dit que c'était vrai. Sue a été licenciée une 2e fois. Ils m'ont dit qu'ils allaient me rembourser ma prime confisquée et ma rémunération différée avec 50 000 $ de plus. Ça m'allait. La justice me suffisait. Et c'est là que j'ai aperçu le mari de Gaby qui entrait dans son bureau, comme d'habitude, avec leurs 2 enfants. J'ai sorti mon téléphone, je lui ai adressé un grand sourire et j'ai dit « Ton mari est là ». Elle s'est retournée et l'a vu. Elle s'est excusée 1 minute pour lui dire d'attendre. Mon ancien patron a dit « Bien sûr ». J'ai appuyé sur « Envoyer ». C'est la fin de l'histoire, mais l'auteur a ensuite publié une mise à jour. Quant aux conséquences, le mari de Gaby a complètement perdu la tête. Son bureau avait des murs en verre et le reste était en open space. Donc nous pouvions tous entendre ce qu'il se criait. Il a fini par partir avec leurs enfants. Gaby l'a suivi en lui criant dessus. Puis elle nous a vus, tout debout autour d'eux, et l'expression sur son visage n'avait pas de prix. On la voyait se demander quelle partie de sa vie elle devait essayer de sauver en premier. Elle a laissé partir son mari, mais environ 1 heure plus tard, elle avait été licenciée. Mon patron préféré est resté sur place, puisqu'il n'y avait plus personne. Il est resté environ 1 mois pour former la femme qui avait le plus d'ancienneté dans l'entreprise, afin qu'elle prenne la direction. C'est facilement l'esprit le plus brillant avec lequel j'ai jamais travaillé. Malheureusement, la succursale avait encore du mal avec autant d'employés qui ne généraient pas de revenus, et ils ont dû la fermer. En revanche, ils ont transféré tous les autres employés performants dans diverses autres succursales à Londres et en Inde. Donc, je suppose que personne qui ne le méritait pas n'a perdu son emploi. Je continue à espionner Gaby sur Facebook. Dernièrement, elle a publié beaucoup de messages du genre « Je suis célibataire parce que je suis trop géniale. » Je ressens presque de la peine pour elle. Puis je me souviens de la vidéo de 3 heures et j'arrête d'être idiot. D'après ce que j'ai pu voir sur LinkedIn, elle est passée de cabinet en cabinet jusqu'à trouver un poste d'analyste de recherche. Mon patron préféré travaille toujours dans la société. Nous parlons de temps en temps. J'ai fait une pause dans le trading pendant un moment. Après tout ce bazar, j'avais besoin de souffler, donc je n'ai pas accepté leur offre de déménager en Inde. Je suis allée travailler avec un ami qui possède une société de conseil. Quand je me sentirai prêt,
je retournerai sur les marchés. Pour moi, il n'y a pas d'autre travail aussi exigeant et aussi satisfaisant.